Déjà 8 années au compteur de la gouvernance Talon, une gouvernance, on le sait, essentiellement marquée par de profondes et sérieuses réformes, l'objectif étant bien sûr de mettre le pays sur les rails du développement. Aucun secteur n'est épargné. Au chapitre des microcrédits, quel est le chemin parcouru? Quelles sont les avancées majeures enregistrées, observées? Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous l'auriez donc compris, c'est à cet exercice bilan qu'est consacrée cette émission avec l'autorité ministérielle de tutelle, Madame Véronique Toye-Fordé. Et pour conduire cet entretien, je ne serai pas seul, je serai avec mon confrère de Canal 3 Bénin, Tanguy Agoy. Yannick Agbazaou, bonjour. Madame la ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Agoy. Bonjour, Monsieur Agbazaou. Nous allons, dans un premier temps, évoquer la question du microcrédit à l'AFIA et dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser aux filets socioproductifs. Et pour planter le décor, je vous invite à suivre donc cet élément témoin sur l'état des lieux de la situation du microcrédit à l'avènement du régime Talon en 2016. Outil de lutte contre la pauvreté, la microfinance est l'un des tout premiers axes d'intervention sociale lancé par le gouvernement du président Patrice Talon dès son avènement au pouvoir en 2016. Après un audit sur le microcrédit aux plus pauvres qui existait, l'état des lieux a révélé d'énormes dysfonctionnements, mauvaise gouvernance, corruption, inaccessibilité des fonds, diverses tracasseries d'octroi du crédit, faible taux de remboursement. Voilà entre autres les constats faits et qui ont nécessité des actions urgentes. Ainsi, une première réforme digitalisée appelée microcrédit mobile a laissé place au nouveau concept plus accessible, plus fiable et plus bénéfique pour les populations béninoises. Il s'agit du microcrédit à l'AFIA. Avec le microcrédit à l'AFIA, désormais, le coût du crédit est nettement réduit pour le bénéficiaire. Plus de déplacements incessants et coûteux vers l'institution avant d'avoir le crédit et pour rembourser son crédit. C'est la certitude que les fonds décaissés iront réellement vers les bénéficiaires et que les remboursements des crédits ne seront pas orientés à d'autres fins. Microcrédit comme instrument incontournable d'autonomisation des couches démunies, à l'AFIA comme symbole de prospérité. Ce mécanisme entièrement digitalisé a pour objectif d'éradiquer la pauvreté au sein des populations et de favoriser l'autonomie financière de toutes les femmes béninoises exerçant ou désirant exercer une activité génératrice de revenus. Grâce au microcrédit à l'AFIA, j'ai repris mes activités. C'est une initiative vraiment encourageante parce que ça aide trop de dames à s'organiser dans leur activité, à reprendre leur activité. Et quand il y a 50 000, il y a un matériau de Nevada, il y a un gros prix, il y a rien de bruit bateau, bleu, une pelle. Quoi est mino ida ileo mau ye no rumi we quoi vi ono supo bo ando quoi e amobi huio anzedo quoi de an isu ome bon ale de si ajoko ome bon ale isuna e lo dion e vivin mi tan quoi 50 000 e mi yo e jejio chaki we mo ene e we je ko ji. C'est vrai que Mignablo près d'ailleurs mais c'est ouvert. Et là, mais Charlie, bon, il y en a mis à Zangege. Des microcrédits à l'AFIA, mais ça, c'est ouvert. Parce que, le processus est mis en zale, et selon le dirait ça, pour des millions de l'année. Bon, alors, c'est PVP. Bon, quoi qu'il en a. Le microcrédit à l'AFIA, en réalité, c'est la forme digitalisée du microcrédit aux plus pauvres qu'on a connu. Et à ce titre, il y a beaucoup d'avantages que cette digitalisation a apporté à ce programme. D'abord, le fait que ce programme soit digitalisé permet d'abord de réduire
sensiblement les coûts aux bénéficiaires qui sont déjà une cible vulnérable, comme on l'a dit. Donc, premier avantage, réduction des frais pour le bénéficiaire. Mais un autre avantage, c'est la rapidité, en ce qui concerne le FNM surtout, la rapidité dans la mise en place de ce crédit aux partenaires que sont les systèmes financiers décentralisés. Et c'est un produit novateur parce que quelque part, par le transfert de monnaie électronique, les clients reçoivent directement, soit directement sur leur porte-monnaie électronique, les crédits qui sont déboursés. Et ensuite, il y a une certaine célérité dans le traitement. 10 milliards, 6 millions de crédits déboursés pour 164 000 bénéficiaires. Et vous imaginez pour des petits montants, entre 30 000 et 100 000. 4 ans après son lancement, le microcrédit a prouvé son succès au Bénin en faisant sortir progressivement des populations vulnérables de leur situation de précarité. Et bien voilà donc l'élément suivi qui rappelle un peu d'où est-ce qu'on est parti, Madame la Ministre, et surtout ce qui a été fait. C'est vrai que l'élément a survolé un peu l'état des lieux à votre arrivée en 2016, mais est-ce qu'on peut revenir là-dessus et s'appesantir davantage? Comment est-ce que se présentait le Bénin sur ce chapitre-là? Alors, je voudrais d'abord rappeler qu'effectivement, avant 2016, le microcrédit se distribuait main à main aux parents, parfois aux amis. Ce que je veux dire par là, c'est sans grande traçabilité, avec aussi des intermédiaires qui prélevaient des commissions, des intérêts. Les femmes se tracassaient beaucoup avec les pièces, les dossiers à fournir. Par exemple, pour emprunter un crédit de 50 000 francs CFA, il y avait beaucoup de faux frais. Il y avait déjà une carte de 5 000 francs achetée en dehors des intérêts qui étaient plus grands. Donc, le résultat de tout ça, c'est un fort taux d'impayés et des ressources qui étaient totalement effondrées avec des milliards de dettes pour les SFD. Donc, si on ne faisait rien, cette banque des pauvres, qui est le Fonds national de la microfinance, s'effondrait complètement. Donc, il a fallu repartir à zéro, dépolitiser le programme et reconstruire le front. Comment ça s'est passé alors, la remise en marche? Alors, la remise en marche, comme ça a été dit dans le reportage, avec tous les audits et pour les réajustements, et nous sommes partis avec la digitalisation. La digitalisation a apporté de la transparence. Le fait de passer par le téléphone a permis d'éviter ou de limiter les contacts intermédiaires, d'éviter les doublons, de rembourser également directement par le téléphone, puisque tout se passe par le téléphone. Et ce sont ces remboursements-là qui sont suivis de près, scrupuleusement, par le FNM. Ce sont également ces remboursements qui assurent la durabilité du programme. Donc, les conditions ont été améliorées. Le montant des prêts est passé de 30 000 à 50 000, puis à 100 000 francs CFA, comme on a pu le suivre. Le taux d'intérêt également a été réduit à 4%. Tous les faux frais ont été supprimés, donc les frais de dossier qui sont les seuls qui restent sont passés de 1 000 francs à 400 francs CFA. Et désormais, on n'a pas besoin d'une autre pièce que le RAVIP ou le CIP pour pouvoir octroyer un microcrédit, mais le coût même du CIP a été également revu, rendu totalement accessible par l'État. Sur le chapitre du remboursement, du taux de remboursement, parce que c'était quand même l'un des éléments fondamentaux qu'on reprochait à l'ancienne formule, est-ce qu'on a vraiment avancé? Oui, aujourd'hui, on peut dire que le taux de remboursement qui est suivi de façon presque hebdomadaire par le FNM nous donne des chiffres très rassurants avec des taux de 95% de remboursement. Alors, donc, il y a eu beaucoup de transformations, en tout cas, pour améliorer le produit qui a été proposé. Les populations ont commencé d'ailleurs à les évoquer, ces avantages qui se sont présentés. Je vous propose qu'on suive rapidement cet élément qui a été réalisé pour recueillir un peu l'avis de ceux qui ont bénéficié de cette nouvelle formule des microcrédits au Bénin. Notre bilan est positif et parce que la demande ne cesse d'accroître au jour le jour. Au début, là, on n'enregistrait pas tellement de clients, mais je vous assure qu'à la date d'aujourd'hui, c'est un crédit qui intéresse vraiment la population. Crédit à la FIA, que mouhoa, et on y na, mouhoa mousso dona et à côté de gomme, et mousso na gali, et m'pona ton yendeji. D'ailleurs, combien de jours on a support et tori moyen les outils on aussi bloa. Mais il y a quoi là bon moi zedo
Kongia me onje suko daji. Bono na mele town. Bo leo eno titon si do ko kun wada gbe mi eno ton le mi kanji. Ba lo e ma no pe da won don party a. Non da lo ni egbedimo mi no so azo me ko ndile. Bo fa mi ton do en paix. Avant, je prenais des tontines pour vendre. Mais quand j'ai pris ça, pour mettre ça dans mon commerce, ça m'a beaucoup avantagé. Parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Nous assumettons les pour nous guérir, ni héros, ni blower, et non oui, nous commettons. Venons des gants car nous mions, et nous devons vivre nous mita. Depuis 2 mois, mon service, j'ai un peu de problème. On ne paye pas les salaires là-bas à temps. Et c'est elle qui tient la maison et ça marche sans problème. Avec cet argent, vraiment la pauvreté, ça a changé. Ce n'est pas comme avant. Nous sommes fiers de cet argent. J'avais lancé le truc, c'était de mémoire en juin. Et une semaine après qu'on a déposé le dossier, mon téléphone vibre, on me dit que j'ai reçu les 50 000 francs. J'étais très heureux ce jour-là. Pour moi, ça allait prendre des mois, des semaines. Donc immédiatement, j'ai retiré et chez un ami ici, les frais de retraite c'était 0 francs. J'ai retiré, on a commencé, on était très heureux, nous 3. Ma mère, ma soeur et moi. Donc aujourd'hui même, je dois sans plus tarder vous dire que mon téléphone a encore vibré et j'ai encore reçu 50 000 francs. Voilà, faut-il dire, hein, le contentement des populations qui ont bénéficié, surtout l'euphorie. On a vu quand même ce témoignage, le dernier tout d'ailleurs, qui réalisait un peu, je dois dire, tout l'intérêt et l'avantage que la population peut puiser de cette formule-là, de microcrédit. Mais alors, le rythme de décaissement, qu'en est-il, Madame la Ministre? Donc, si je devais faire une comparaison au niveau du rythme de décaissement, je peux dire qu'avant 2016, le rythme de décaissement était annuel. C'est une moyenne, environ de 8 milliards et quelques par an, dont une bonne partie n'allait pas forcément aux vraies cibles avec tous les intermédiaires que nous avons déjà, dont nous avons évoqué la présence. Et aujourd'hui, il est meilleur, avec 12 milliards de francs CFA par an. Donc, cette banque des pauvres qui était totalement effondrée, aujourd'hui marche mieux, elle est plus performante et surtout, elle est plus durable. Alors, Madame la Ministre, on l'a constaté aisément, des bénéficiaires aux anges, des responsables du SFD, qui témoignent donc de l'effectivité de cette politique d'inclusion financière. À ce jour, plus de 650 000 bénéficiaires, dont 84% de femmes. Quel est l'avenir de ce programme? Alors, nous continuons de travailler sur ce programme pour voir comment faire évoluer le montant des crédits à allouer, donc de passer de 100 000 à 150 000 francs dans un premier temps, puis à 200 000 francs. Il faut dire qu'il reste quelques disparités d'octroi entre les communes qu'il faut également corriger. Donc, nos services y travaillent en collaboration avec les systèmes financiers décentralisés sur lesquels repose en grande partie donc, la distribution des microcrédits. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui est fait ou proposé comme mesure d'accompagnement afin de permettre à ces bénéficiaires de bien gérer les crédits à eux alloués par les institutions financières? Alors, là, nous allons plutôt évoquer la question de l'éducation financière. Parce qu'une chose est d'octroyer le microcrédit et une autre est d'accompagner les populations vulnérables qui ont ces crédits en main à pouvoir bien les utiliser, à pouvoir faire des plans d'affaires, à pouvoir engranger des bénéfices. Et parce que le but, n'oublions pas, de la microfinance et microcrédit, c'est de pouvoir sortir de la pauvreté. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas d'elles-mêmes facilement aller en banque. Donc, elles n'ont pas accès aux ressources financières, on leur donne la possibilité, mais si on ne les accompagne pas sur le plan de l'éducation financière, à ce moment-là, ce sera difficile de réussir l'objectif qui est de sortir de la pauvreté. Quand on sait que la grande masse est analphabète, comment se fait cette éducation financière? Cette éducation financière, elle se fait par des modules qui sont adaptés au type de cible. Est-ce qu'elles sont réceptives, ces populations, par rapport justement à cette éducation financière? Ça améliore un peu la façon de gérer leur petite entreprise là. Absolument. L'éducation financière est déjà en cours dans plusieurs localités, mais nous pensons généraliser cette initiative donc dans les guichets uniques de protection sociale à travers un projet d'envergure et
Comme je le disais tantôt, l'éducation financière permet aux populations de savoir comment gérer leurs activités génératrices de revenus, de gérer au mieux les crédits qui leur sont alloués par les institutions financières. Donc, la généralisation dont je parlais de l'éducation financière, notamment en finance inclusive, permettra d'impacter d'ici 2026 près d'1 million des clients des guichets uniques de protection sociale et environ 100 000 acteurs du monde rural dans les filières dont l'État fait la promotion, maraîchage, soja, karité, riz, anacarde, etc. Des indiscrétions font état de ce qu'il y aurait en gestation un projet d'inclusion financière. De quoi cela retourne? C'est exactement ce dont je viens déjà de parler, le projet d'inclusion financière innovante et inclusive, donc qui s'occupe de l'éducation financière. Voilà donc en tout cas des populations qui sont prises en charge du point de vue de l'accès aux finances, mais aussi formées par rapport à la gestion de leur entreprise, ce qui va donner certainement un très bon résultat. Dans nos guichets uniques des GUPS, les guichets uniques de protection sociale, où sont adressées toutes les cibles de nos actions, il y a des assistants sociaux. Les assistants sociaux, par formation, ne sont pas forcément outillés pour l'éducation financière. Dans ce projet, ils seront complètement pris en compte, puisque c'est à cet endroit que vont les populations, donc, et on les oriente, donc on peut également les accompagner dans de meilleures conditions. Les SFD n'ont pas de rôle à jouer à ce niveau-là? Les SFD ont déjà un petit module de formation d'éducation financière. Mais le projet dont nous parlons, c'est un projet qui est d'envergure, plus englobant et qui pourra vraiment permettre de capitaliser mieux et d'orienter, d'accompagner davantage les bénéficiaires de ces microcrédits. Le but final, c'est de sortir la population de la pauvreté. Exactement. Est-ce qu'on quantifie aujourd'hui ces populations-là qui sont sorties, qui ont vu leurs conditions améliorées et quelle est l'évolution de la courbe, je veux dire? C'est vrai qu'il y a une étude d'impact qui est en cours pour qu'on puisse, bien sûr, le microcrédit à l'AFIA, depuis son lancement, pour qu'on puisse mieux apprécier en termes de statistiques, justement, l'évolution des habitudes de ces populations pour pouvoir confirmer et pouvoir vraiment dire que ça a eu l'effet escompté. Quand on commence avec des crédits, mais rien qu'en écoutant les femmes qui disent le microcrédit de 100 000 ne nous suffit pas, le microcrédit de 50 000 ne nous suffit pas, ça veut dire qu'il y a une progression. Maintenant, c'est de progresser jusqu'à sortir des enveloppes allouées par le... Mais est-ce que c'est des indicateurs qui permettent de dire déjà il faut augmenter la cagnotte? Il faut voir les habitudes de vie. Absolument. Voilà. Alors, Tanguy Agoy, qui parle de microfinance, parle bien évidemment du microcrédit à l'AFIA, mais également des filets sociaux productifs. Oui, les filets sociaux productifs, avant 2016, il y avait quelques timides initiatives de filets sociaux. Ça, je voudrais le rappeler quand même, à de petites échelles. Mais les dites initiatives se sont limitées, disons, à des transferts monétaires accordés à quelques personnes pauvres. Et pour mener des activités génératrices de revenus, pour subsistance alimentaire et surtout en période de soudure, c'est vrai que ces filets sociaux ont été très importants. Nous avons donc mené sur 2-3 ans d'abord environ 18 000 ménages pauvres qui ont bénéficié de ces transferts mensuels, puis ça a été rallongé à 20 000 ménages identifiés comme pauvres et qui ont reçu directement de l'argent par mois sur une période donc de 3 ans exactement. Donc pour un total d'un peu moins de 5 milliards de francs CFA qui ont été déboursés. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu un réel engouement par rapport à ces filets sociaux, ce qui nous a amené à mieux réfléchir et à réaliser le registre social unique qui sert pour l'assurance maladie, qui réunit en fait toutes les données des personnes pauvres qui sont identifiées sur la base d'une enquête dans les ménages avec une validation communautaire sur la place du village et qui permet donc de pouvoir confirmer que c'est une base fiable, transparente et qui permet de pouvoir adresser de façon transparente, fiable et sans intermédiaire des transferts monétaires. Donc, nous, au ministère, on aura juste à vérifier comment sont utilisés ces fonds, mais le transfert se passe directement par les compagnies de téléphonie mobile, directement dans les téléphones, les GSM des personnes bénéficiaires. On connaît bien le contexte socio-culturel qui est le nôtre. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de failles, des fissures dans ce système bien élaboré. Les failles commencent à partir du moment où les fonds transitent dans les mains. C'est-à-dire, c'est là où on perd la traçabilité, lorsqu'il y a des intermédiaires. C'est d'abord ça, là, et c'est ça qu'on a éliminé par le registre social unique, où il y a eu le recensement, et c'est une base de données qui est dynamique.
qui est d'ailleurs en cours d'actualisation, qui doit normalement être actualisé selon les textes tous les 3 ans et qui permet à chaque fois de réintroduire s'il y a des nouveaux pauvres qui n'étaient pas dans la base et de sortir ceux qui sont déjà sortis, enfin qui sont sortis d'affaires. J'imagine que vous devez subir la pression des politiques, des parents, des amis, des proches. Oui, parce que les gens pensent qu'il y a la caisse des filets sociaux au ministère et que c'est nous qui décidons par notre bonne volonté à qui attribuer ces filets sociaux, ce qui n'est pas du tout le cas. L'argent attire le monde. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un programme, tout comme le microcrédit à l'AFIA qui a été totalement dépolitisé, c'est un programme qui s'adresse à toute la population, quelle que soit la coloration politique, religieuse ou la région. Enfin, ce n'est pas... Les enquêtes dont je parlais tantôt pour pouvoir réaliser le registre social unique se sont déroulées dans toutes les localités de nos communes. Alors, ce programme de transfert sociaux, faut-il le dire, a duré 2 ans à peu près. Et puis après, on n'a plus rien entendu. Que s'est-il passé, Madame la Ministre? C'est pour ça que je disais qu'il a fallu constituer le registre social unique pour être sûr que la transparence, la fiabilité de ce qui est en train de se faire est mesurable. Et donc là, nous nous sommes mis sur un nouveau projet. C'est à la suite du projet des filets sociaux de tout à l'heure, des 20 000 ménages pauvres. Et ce nouveau programme, qui va être lancé imminemment, va pouvoir atteindre 150 000 ménages pauvres. Tout à l'heure, c'était 20 000. Là, c'est 150 000 ménages pauvres d'ici 2026 pour un montant de 14 milliards de francs CFA. Donc, c'est le nouveau projet de filets sociaux productifs. Et ce que je peux compléter, c'est de dire qu'il y a tout un accompagnement. Tout à l'heure, on disait qu'il y a des transferts mensuels de 10 000 francs CFA à ces ménages pauvres pendant 9 mois. Et au 6e et au 9e mois, ils ont des acomptes encore de 50 000 francs CFA et des liens transversaux avec les microcrédits. Pourquoi ? Parce que l'accompagnement qui sera vraiment personnalisé dans toutes les communes par les guichets uniques de protection sociale, c'est pour permettre à ces fonds de servir pas seulement à la subsistance alimentaire, mais de pouvoir mener des activités génératrices de revenus, que ce soit un élevage ou quelle que soit l'activité pour démarrer, pour faire quelque chose. Parce que notre politique sociale, c'est celle-là, c'est de pouvoir aider les personnes en les formant, en les aidant à mener elles-mêmes de quoi s'en sortir, de quoi pouvoir se prendre en charge au lieu de les maintenir en permanence, indéfiniment dans l'assistance. Alors, à l'aune de quels critères identifie-t-on un pauvre ou un extrême pauvre? Il y a des critères bien spécifiques dans une grille de barème qui ont été appliqués par des enquêteurs de l'INSAE à l'époque, qui est devenu l'INSTAD aujourd'hui. Et si je dois résumer en français facile, de façon globale, les pauvres extrêmes, ce sont des personnes, nos concitoyens vulnérables, qui n'arrivent pas, qui ne sont pas sûrs d'avoir un repas par jour. Les pauvres non extrêmes, ils ont leur repas, ils peuvent manger chaque jour, peut-être parce qu'ils ont quelque chose à faire. Comment vérifier tout ça? Oui, justement, c'est l'enquêteur qui fait tout ça, qui mesure, qui décide. Quand ils vont dans les ménages, quelqu'un qui a une moto, qui a une télévision chez lui, qui, en fonction de tout ce parce qu'il regarde tout ça et c'est des cases qu'il coche. Et en fonction il y a plusieurs items, c'est un feuillet, un document. Je pense qu'ils doivent mettre au moins 1 heure d'interrogation pour pouvoir remplir leur questionnaire. Et c'est en fonction de ces critères le score permet de classifier. Et maintenant, pour vérifier ces bases de données, parce que pour être sûr que l'enquêteur n'a pas mis les parents d'un conseiller communal, donc il y a une validation communautaire en présence de toutes les autorités, les élus, sur la place publique, et c'est ça la validation communautaire. Et il y a eu justement un élément, en tout cas, qui annonce ce qui se prépare là, Gbessoké. C'est vrai que c'est en langue locale et on peut comprendre peut-être le concept en écoutant cet élément qu'on a réalisé à ce sujet qui permet de saisir un peu le sens, le contour justement de Gbessoké. On va suivre. Gbessoké est un programme initié par le gouvernement dans le cadre de son appui pour sortir les pauvres extrêmes de notre pays de leur situation de précarité et de vulnérabilité. Gbessoké a été pensé comme un programme de filets sociaux
qui vient en appui aux autres programmes du gouvernement, comme Arche par exemple, afin de permettre aux ménages pauvres extrêmes d'abord d'apprendre à se sortir des difficultés en travaillant. Mais pour travailler, le gouvernement a pensé qu'il était opportun d'abord de soutenir la famille en l'aidant à prendre en compte les besoins les plus élémentaires, comme par exemple appuyer la scolarisation des enfants en mettant à disposition un peu de moyens au profit de ces ménages. C'est un programme qui relève les individus de leur précarité, qui donne la main aux ménages, d'où le mot Pesoke. Pesoke qui signifie en Ago comme en Yoruba, relever. Relever une personne, mais en utilisant sa volonté. Donc le gouvernement a décidé, à travers Pesoke, d'offrir pendant 6 premiers mois des moyens pour renforcer l'économie domestique familiale. Ensuite, former. Former et préparer les adultes du ménage à entreprendre des activités génératrices de revenus. C'est le deuxième volet de Besoke. Et donc, le gouvernement va mettre à disposition des ménages 2 fois 50 000 francs CFA. La famille reçoit 50 000, engage les activités et 3 mois après, reçoit encore 50 000 pour augmenter le fonds de commerce ou de démarrage. Le programme vise 150 000 ménages à la fin de 2026, mais en 2 cohortes. Une première cohorte dans 3 communes qui sont déjà identifiées avec le balisage nécessaire au niveau des listes. Et ensuite, les autres communes pour atteindre l'entièreté de notre territoire national. Et à la fin, on espère environ 1 500 000 personnes qui sont impactées directement par ce programme, depuis les enfants jusqu'aux adultes, en passant surtout par les femmes. Lorsque le projet est rentré en vigueur, l'unité de gestion du projet s'est rapidement organisée pour commencer les travaux. La première phase, c'est d'abord la stabilisation de la liste des potentiels bénéficiaires du programme. Je voudrais parler des ménages pauvres extrêmes. Les ménages pauvres extrêmes sont issus du registre social unique. Nous avons fait des travaux préliminaires avec nos collègues de l'INSTAD pour avoir donc cette liste. Une fois que nous avons eu cette liste, on a essayé de recruter des agents communautaires qui ont été déployés dans les communes concernées. Ici, la première phase concerne 33 communes, puisque la prise en charge des ménages pauvres extrêmes est divisée en 2 cohortes. Il y a la première cohorte qui concerne 33 communes et la seconde cohorte qui concerne 44 communes. Donc ces agents communautaires qui ont été recrutés ont été formés par les agents de l'INSTAD en collaboration avec l'unité de gestion du projet et qui ont été déployés sur le terrain pour s'assurer que ces ménages pauvres extrêmes qui existent déjà dans le registre social unique vivent toujours et sont toujours présents dans ces localités-là. Ces travaux ont pris pratiquement 1 mois. Nous avons fait ce travail-là pour stabiliser la liste. Et au terme de ces travaux, nous avons effectivement constaté qu'il y a des ménages pauvres extrêmes qui n'existaient plus, c'est-à-dire qui sont décédés. Il y a ces ménages pauvres extrêmes qui se sont aussi déplacés. Donc c'est pour nous assurer de la fiabilité de cette liste que cette opération a été faite. Lorsque nous avons fini cette phase, nous avons procédé à une seconde opération de terrain. La seconde opération de terrain que nous avons faite, c'est la mise en place des comités villageois de gestion des plaintes et qui ont été formés. Il y a un outil qui a été élaboré par l'unité de gestion du projet, dont ils ont été formés à l'utilisation de gestion de ces outils-là pour remonter les éventuelles plaintes qui interviendraient dans la mise en œuvre du programme. Lorsque nous avons fini cette phase, l'autre phase aussi qui est aussi importante que nous avons fait, et que lorsque nous avons fini les travaux de terrain et nous avons eu la liste, nous avions envoyé cette liste-là à nos collègues de CPS. Et cette liste-là peut être affichée, procéder à la vérification et collecter les éventuelles plaintes. Et ce qui a été fait, nous avons commencé depuis 2 semaines et nous sommes en train de finir cette opération-là. Et à terme, nous aurons donc une liste stable, bien entendu, on est convaincu que cette fois-ci, la liste est stable et que les potentiels bénéficiaires existent, ont été effectivement identifiés dans leurs localités respectives. L'autre phase, ou bien l'autre point fort dont je voulais en parler, sur lequel je voudrais mettre l'accent,
c'est la construction et la rénovation des centres de protection sociale. Et si nous devons faire des constructions, si nous devons faire des rénovations, c'est plusieurs étapes. Donc, dans un premier temps, nous avons procédé au recrutement d'un architecte qui a donc élaboré le plan architectural des nouveaux guichets uniques de protection sociale qui seront construits. Ce plan a été élaboré par l'architecte et a été validé par nos soins, bien entendu avec la coordination de Madame la ministre. On vient donc de suivre un peu la déclinaison du projet Gbesoké. Gbesoké est un projet innovateur au profit de 150 000 ménages pauvres extrêmes à l'horizon 2026. Alors, quid de sa mise en œuvre, Madame la ministre? Le démarrage est imminent. Il comporte plusieurs volets. Donc, la première partie, ce sont ces transferts dont nous avons parlé aux ménages très pauvres, en sachant qu'un ménage, c'est environ 5 ou 6 personnes. Et comme l'élément a été bien décrit tout à l'heure, ce n'est pas une assistance ponctuelle, bien au contraire. C'est un programme qui permet de soutenir, de porter des familles en situation de vulnérabilité en leur donnant la possibilité d'en sortir par la réalisation de certaines des activités génératrices de revenus. Et donc, première partie, transfert à ces ménages pauvres. Et deuxième partie, transformation des centres de promotion sociale en guichet unique de protection sociale. Puisqu'on a l'horizon 2026, c'est pas trop loin, comment est-ce qu'on s'organise pour rester dans le calendrier? Il y a une feuille de route prévue. Et comme j'ai dit, l'identification de ces ménages qui sont dans le registre social unique avait déjà été faite, réalisée. Il y a eu un contrôle pour les premières communes qui vont bénéficier. Ce sera sous forme de 2 cohortes pour que, dans les 2 années qui viennent, nous puissions atteindre ce nombre de 150 000 ménages pauvres. Et je voudrais aussi souligner que dans chaque ménage pauvre, si le chef de famille est une femme, c'est elle qui reçoit, mais si c'est un homme, le chef de famille désigne la femme dans le ménage qui va recevoir le transfert sur son téléphone. Ça veut dire que dans tous les cas, c'est la femme qui reçoit. Il faut le dire. Il y a une petite connotation du genre. Nous savons que les femmes sont les mères nourricières et que c'est elles qui portent souvent le foyer. Donc. Alors, dites-nous, la mutation des centres de promotion sociale en guichet unique, cela suppose une série de changements également. Exactement. Les guichets uniques de protection sociale, j'en parle déjà souvent parce que le nom, nous sommes déjà en train de le changer, mais au-delà du changement de nom, c'est surtout l'environnement général qui veut être revu. Parce que vous voyez que tous les hôpitaux sont en train de changer de visage progressivement et nous avons aussi cette ambition au niveau du ministère des Affaires sociales. Le gouvernement a cette ambition de transformer les centres de promotion sociale dans un environnement beaucoup plus protecteur, agréable, convivial pour les personnes pauvres, les personnes vulnérables, les cibles de notre action. Et donc nous avons au programme la construction de 35 nouveaux sites et la réhabilitation des autres. Il est attendu déjà de cette transformation une meilleure accessibilité des populations à tous les services et prestations du ministère des Affaires sociales, bien évidemment. D'abord, on parle de nous-mêmes d'abord, donc protection sociale et microfinance, mais également la complétude des processus de prise en charge. Donc, tout client ou personne qui accédera au GUPS pourra bénéficier, outre les prestations sociales, de l'accès à une carte biométrique, par exemple pour l'assurance maladie. Si elle a perdu sa carte, elle pourra venir le faire là. À l'éducation financière et ou au microcrédit, toujours sur place, parce qu'il y aura des guichets pour ce service qui est bancaire. Et d'autres prestations également, l'enrôlement au répertoire national des personnes physiques, des services numériques, des services de la poste, etc. Donc, il y aura des bornes où, vous savez qu'aujourd'hui, on peut télécharger en ligne nos casiers judiciaires et toutes ces pièces. Ça pourra se faire au niveau de ces guichets uniques, donc, qui vont vraiment réunir au niveau local, à proximité des populations, un ensemble de services destinés à améliorer le vécu, le quotidien des populations à la base. Les services ne seront-ils pas jaloux que vous leur arrachiez justement leur Nous sommes ensemble, c'est le gouvernement qui travaille ensemble, en synergie, parce que justement, c'est la manière aussi de procéder de notre régime, de pouvoir mutualiser les efforts pour un meilleur résultat. Alors, passer du CPS à guichet unique, cela engendre de nouveaux process. Le personnel à la base est-il suffisamment outillé pour cette adaptation? Le personnel aura également à recevoir un renforcement de capacité et progressivement, il sera aussi en termes d'effectifs renforcé. Alors, dites-nous, quels sont in fine les résultats auxquels vous vous attendez? C'est d'abord la satisfaction de la population
des cibles, comme j'aime bien le dire, les cibles de notre action sociale qui sont à la base. Nous avons des cibles spécifiques. Si une personne qui est en situation de handicap, mais qui a besoin d'une formation ou qui a besoin pour mener une activité génératrice de revenus, parce que toutes les lois qui ont été, les décrets qui ont été pris récemment pour les personnes handicapées ont des implications directes sur leur vie, sur leur employabilité, ils peuvent passer par les guichets uniques. C'est un exemple que j'ai donné. Il y a d'autres cibles. Que si une femme est victime de violence, parce qu'il y a les points focaux de l'INF qui seront présents dans le guichet unique, il pourra être pris en charge, orienté, etc. Donc, en fait, la prise en charge sera vraiment intégrée, holistique, globale, pour permettre à tout le monde de se retrouver et de se sentir bien en étant déjà à proximité donc, de ces populations. Alors, vous parlez des cibles, les fonctionnaires peuvent-ils être éligibles? Éligible, ça dépend à quel service. Mais si vous voulez télécharger un document, vous pouvez aller dans le GUPS, effectivement, et ça pourra se faire. On a l'impression, en tout cas, que les plus pauvres sont des éléments plus intéressants pour le gouvernement que ceux qui sont... pourtant, les autres aussi ont des problèmes, non? Justement, dans l'assurance maladie, vous savez que le gouvernement fait une mention spéciale en prenant en charge à 100% les soins de santé primaires des pauvres extrêmes, et nous les appelons nos privilégiés. Ce sont les privilégiés de l'État, parce que nous ne pouvons pas les laisser de côté. Ils doivent grandir, et c'est pour ça que Gbesoké est là, pour les porter, pour les aider à sortir de leur situation de vulnérabilité, pour aller à un niveau plus appréciable. Ça va être une surveillance pratiquement de très près, pour voir justement comment est-ce qu'ils s'en sortent, surtout les ménages s'en sortent avec Gbesoké en question. Oui, l'accompagnement d'un Gbesoké, comme je l'ai dit tout à l'heure, presque personnalisé. Parce qu'au-delà des transferts qui seront faits, on doit les accompagner par non seulement des microcrédits, mais il y a des acomptes de 50 000 francs CFA au 6e et au 9e mois, et ils doivent être accompagnés pour mener les activités génératrices de revenus en question. Pour le profane, âge, protection sociale, microcrédit, quelle est la différenciation ou quel est le dénominateur commun? C'est le bien-être des populations, le bien-être commun. C'est un capital humain, sain, compétitif, parce que c'est ça. Nos actions sont sur l'humain. Et tout ce que nous faisons pour la jeunesse, tout ce qui est déployé en termes d'éducation, des classes socio-éducatives, c'est de ça que je voulais parler, des campagnes de sensibilisation, c'est pour former le capital humain. C'est pour prévenir certaines dérives sociales, c'est pour... Voilà, donc ce que je veux dire, toutes ces actions de lutte contre la pauvreté, les résultats ne sont pas toujours aussi évidents et visibles tout de suite dans l'immédiat. Mais c'est sur les années qu'on peut voir et apprécier tout l'effort déployé par les travailleurs du social. Alors, ce n'est pas si physique, si tangible. Quels sont les critères d'amélioration qui vous permettent quand même d'y croire? Nous avons des critères de mesure de l'action sociale, et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a un observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, l'OFE, qui collecte toutes les données, qui permettent de pouvoir voir sur le plan statistique ce qui est fait et là où on va. Gbesoké va démarrer quand? Gbesoké est imminent. Ce qui est sûr, les dispositions sont en train d'être prises pour que nous puissions démarrer progressivement. Ce programme va-t-il acter la mort des autres programmes en naissance? Non. Pas du tout. Les autres programmes de quoi? Tous les autres programmes continuent. Ils ne sont pas liés par un cordon ombilical, ils sont tous distincts. Indépendants, avec la même cible. Hein? Avec la même cible. Dis donc. Y a-t-il un point particulier qui vous tient à cœur, Madame la ministre? On va finir cet entretien, oui. Je pourrais conclure en remerciant d'abord nos partenaires dans les systèmes financiers décentralisés par lesquels nous opérons pour les microcrédits, aussi l'agrégateur OpenSea qui nous a beaucoup aidé au lancement de la digitalisation, et je voudrais les remercier pour leur accompagnement dans la mise en place des crédits, des filets sociaux. Je veux parler des opérateurs GSM. La lutte contre la pauvreté reste un défi pour notre gouvernement, mais nous avons mis en place des mécanismes qui font la preuve de leur efficacité, de leur performance et de leur durabilité. Et comme nous le faisons depuis 2016, le travail se poursuivra avec l'implication des populations à la base, notamment les femmes, principal levier de développement. Et notre objectif n'a pas changé. Nous souhaiterions voir chaque Béninois épanoui au travail, quel que soit son rang social, son appartenance religieuse ou politique.
Et le déploiement de nos divers programmes se poursuivra dans ce sens. Je vous remercie. Merci. Ce sera donc tout, Tanguy Agoy, pour ce tour d'horizon des différents projets et programmes mis dans l'exécution dans le secteur de la microfinance au Bénin depuis 2016 avec Madame la ministre Véronique Toinfolé. Merci de vous être prêtée à cet exercice. Tanguy Agoy, merci. Merci, Lénaïque. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Prenez soin de vous.